La leçon. Drame comique. Personnage. Le professeur, 50 à 60 ans. La jeune élève, 18 ans. La bonne, 45 à 50 ans. Décor. Le cabinet de travail servant aussi de salle à manger du vieux professeur. À gauche de la scène, une porte donnant dans les escaliers de l'immeuble. Au fond, à droite de la scène, une autre porte menant à un couloir de l'appartement. Au fond, un peu sur la gauche, une fenêtre, pas très grande, avec des rideaux simples. Sur le bord extérieur de la fenêtre, des pots de fleurs banales. On doit apercevoir, dans le lointain, des maisons basses aux toits rouges. C'est la petite ville. Le ciel est bleu-gris. Sur la droite, un buffet rustique. La table sert aussi de bureau. Elle se trouve au milieu de la pièce. 3 chaises autour de la table, 2 autres des 2 côtés de la fenêtre, tapisserie claire, quelques rayons avec des livres. Au lever du rideau, la scène est vide. Elle le restera assez longtemps. Puis, on entend la sonnette de la porte d'entrée. On entend la voix de la bonne en coulisses. « Oui, tout de suite !» précédant la bonne elle-même, qui, après avoir descendu en courant des marches, apparaît. Elle est forte, elle a de 45 à 50 ans, rougeaude, coiffe paysanne. La bonne entre en coup de vent, fait claquer derrière elle la porte de droite, s'essuie les mains sur son tablier, tout en courant vers la porte de gauche, cependant qu'on entend un deuxième coup de sonnette. « Patience, j'arrive !» Elle ouvre la porte. Apparaît la jeune élève, âgée de 18 ans, tablier gris, petit col blanc, serviette sous le bras. « Bonjour, mademoiselle. » L'élève. « Bonjour, madame. Le professeur est à la maison. C'est pour la leçon? »« Oui, madame. Il vous attend. Asseyez-vous un instant. Je vais le prévenir. »« Merci, madame. » L'élève s'assied près de la table, face au public. À sa gauche, la porte d'entrée. Elle tourne le dos à l'autre porte, par laquelle, toujours se dépêchant, sort la bonne qui appelle « Monsieur, descendez s'il vous plaît, votre élève est arrivé !» Voix du professeur. « Merci, je descends. Dans 2 minutes. » La bonne est sortie. L'élève, tirant sous elle ses jambes, sa serviette sur ses genoux, attend gentiment. Un petit regard ou deux dans la pièce, sur les meubles, au plafond aussi. Puis elle tire de sa serviette un cahier, qu'elle feuillette, puis s'arrête plus longtemps sur une page, comme pour répéter la leçon, comme pour jeter un dernier coup d'œil sur ses devoirs. Elle a l'air d'une fille polie, bien élevée, mais bien vivante, gaie, un sourire frais sur les lèvres. Au cours du drame qui va se jouer, elle ralentira progressivement le rythme vif de ses mouvements, de son allure. De gaie et souriante, elle deviendra progressivement triste, morose. Très vivante au début, elle sera de plus en plus fatiguée, somnolente. Vers la fin du drame, sa figure devrait exprimer nettement une dépression nerveuse. Sa façon de parler s'en ressentira, sa langue se fera pâteuse, les mots viendront difficilement dans sa mémoire et sortiront tout aussi difficilement de sa bouche. Elle aura l'air un peu paralysée, début d'aphasie, volontaire au début jusqu'à en paraître presque agressive, et elle se fera de plus en plus passive jusqu'à ne plus être qu'un objet mou et inerte, semblant inanimé entre les mains du professeur. Si bien que lorsque celui-ci en sera arrivé à accomplir le geste final, l'élève ne réagira plus. Insensibilisée, elle n'aura plus de réflexe. Seuls ses yeux, dans une figure immobile, exprimeront un étonnement et une frayeur indicibles. Le passage d'un comportement à l'autre devra se faire, bien entendu, insensiblement. Le professeur entre. C'est un petit vieux à barbiche blanche. Il a des lorgnons, une calotte noire. Il porte une longue blouse de maître d'école, pantalon et souliers noirs, faux col blanc, cravate noire. Excessivement poli, très timide, voix assourdie par la timidité, très correct, très professeur. Il se frotte tout le temps les mains.
De temps à autre, une lueur bizarre dans les yeux, vite réprimée. Au cours du drame, sa timidité disparaîtra progressivement. Les lueurs lubriques de ses yeux finiront par devenir une flamme dévorante, ininterrompue. D'apparence plus qu'inoffensive au début de l'action, le professeur deviendra de plus en plus sûr de lui, nerveux, agressif, dominateur, jusqu'à se jouer comme il lui plaira de son élève devenu entre ses mains une pauvre chose. Évidemment, la voix du professeur devra elle aussi devenir de maigre et fluette de plus en plus forte, et à la fin extrêmement puissante, tandis que la voix de l'élève se fera presque inaudible, de très claire et bien timbrée qu'elle aurait été au début du drame. Dès les premières scènes, le professeur bégaiera très légèrement peut-être. Le professeur. Bonjour, mademoiselle. C'est vous, c'est bien vous, n'est-ce pas, la nouvelle élève? L'élève se retourne vivement, l'air très dégagé, jeune fille du monde. Elle se lève, s'avance vers le professeur, lui tend la main. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voyez, je suis venu à l'heure. Je n'ai pas voulu être en retard. C'est bien, mademoiselle. Merci. Mais il ne fallait pas vous presser. Je ne sais comment m'excuser de vous avoir fait attendre. Je finissais justement, n'est-ce pas, je m'excuse. Vous m'excuserez. Il ne faut pas, monsieur. Il n'y a aucun mal, monsieur. Mes excuses. Vous avez eu de la peine à trouver la maison? Du tout, pas du tout. Et puis j'ai demandé, tout le monde vous connaît ici. Il y a 30 ans que j'habite la ville. Vous n'y êtes pas depuis longtemps. Comment la trouvez-vous? Elle ne me déplaît nullement. C'est une jolie ville, agréable, un joli parc, un pensionnat, un évêque, de beaux magasins, des rues, des avenues. C'est vrai, mademoiselle. Pourtant, j'aimerais autant vivre autre part. À Paris, au moins à Bordeaux. L'élève. Vous aimez Bordeaux? Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais vous connaissez Paris? Non plus, mademoiselle. Mais si vous me le permettez, pourriez-vous me dire, Paris, c'est le chef-lieu de, mademoiselle? Paris, c'est le chef-lieu de la France. Mais oui, mademoiselle, bravo. Mais c'est très bien, c'est parfait. Mes félicitations. Vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles. Vos chefs-lieux. Oh, je ne les connais pas tous encore, monsieur. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai du mal à les apprendre. Oh, ça viendra. Du courage, mademoiselle. Je m'excuse. De la patience. Doucement, doucement. Vous verrez, ça viendra. Il fait beau aujourd'hui. Ou plutôt, pas tellement. Aussi, quand même. Enfin, il ne fait pas trop mauvais, c'est le principal. Il ne pleut pas, il ne neige pas non plus. Ce serait bien étonnant, car nous sommes en été. Je m'excuse, mademoiselle, j'allais vous le dire, mais vous apprendrez que l'on peut s'attendre à tout. Évidemment, monsieur. Nous ne pouvons être sûrs de rien, mademoiselle, en ce monde. La neige tombe l'hiver. L'hiver, c'est une des 4 saisons. Les 3 autres sont, le printemps... Oui. Temps. Et puis l'été. Et, ça commence comme automobile, mademoiselle. Ah oui, l'automne. C'est bien cela, mademoiselle. C'est très bien répondu. C'est parfait. Je suis convaincu que vous serez une bonne élève. Vous ferez des progrès. Vous êtes intelligente, vous me paraissez instruite, bonne mémoire. Je connais mes saisons, n'est-ce pas, monsieur? Mais oui, mademoiselle, ou presque, mais ça viendra. De toute façon, c'est déjà bien. Vous arriverez à les connaître, toutes vos saisons, les yeux fermés, comme moi. C'est difficile. Oh non, il suffit d'un petit effort, de la bonne volonté, mademoiselle. Vous verrez, ça viendra, soyez-en sûrs. Oh, je voudrais bien, monsieur, j'ai une telle soif de m'instruire. Mes parents aussi désirent que j'approfondisse mes connaissances. Ils veulent que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, ne suffit plus à notre époque. Vos parents, mademoiselle, ont parfaitement raison. Vous devez pousser vos études. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est une chose nécessaire. La vie contemporaine est devenue très complexe. Mes parents sont assez fortunés. J'ai de la chance. Ils pourront m'aider à travailler, à faire des études très supérieures. Et vous voudriez vous présenter le plus tôt possible au premier concours de doctorat. C'est dans 3 semaines. Vous avez déjà votre baccalauréat, si vous me permettez de vous poser la question. Oui, monsieur, j'ai mon bachot sciences et mon bachot lettres. Oh, mais vous êtes très avancé, même trop avancé pour votre âge. Et quel doctorat voulez-vous passer? Et sciences matérielles ou philosophie normale?
Mes parents voudraient bien, si vous croyez que cela est possible en si peu de temps, ils voudraient bien que je passe mon doctorat total. Le doctorat total? Oh, vous avez beaucoup de courage, mademoiselle, je vous félicite sincèrement. Nous tâcherons, mademoiselle, de faire de notre mieux. D'ailleurs, vous êtes déjà assez savante à un si jeune âge. Oh, monsieur... Alors, si vous voulez bien me permettre, mes excuses, je vous dirais qu'il faut se mettre au travail, nous n'avons guère de temps à perdre. Mais au contraire, monsieur, je le veux bien, et même je vous en prie. Puis-je donc vous demander de vous asseoir là? Voulez-vous me permettre, mademoiselle, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de m'asseoir en face de vous? Certainement, monsieur, je vous en prie. Merci bien, mademoiselle. Ils s'assoient l'un en face de l'autre, à table, de profil à la salle. Voilà, mademoiselle, vous avez vos livres, vos cahiers. L'élève sortant des cahiers et des livres de sa serviette. Oui, monsieur, bien sûr, j'ai là tout ce qu'il faut. Parfait, mademoiselle, c'est parfait. Alors, si cela ne vous ennuie pas, pouvons-nous commencer? Mais oui, monsieur, je suis à votre disposition, monsieur. À ma disposition. Oh, mademoiselle, c'est moi qui suis à votre disposition. Je ne suis que votre serviteur. Oh, monsieur. Si vous voulez bien, alors, je commencerai par faire un examen sommaire de vos connaissances passées et présentes, afin de pouvoir en dégager la voie future. Bon, où en est votre perception de la pluralité? Elle est assez vague, confuse. Bon, nous allons voir ça. Il se frotte les mains. La bonne entre, ce qui a l'air d'irriter le professeur. Elle se dirige vers le buffet, il cherche quelque chose, ça tarde. Le professeur. Voyons, mademoiselle, voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique, si vous voulez bien? Mais oui, monsieur, certainement, je ne demande que ça. C'est une science assez nouvelle, une science moderne. À proprement parler, c'est plutôt une méthode qu'une science. C'est aussi une thérapeutique. À la bonne. Marie, est-ce que vous avez fini? La bonne. Oui, monsieur, j'ai trouvé l'assiette, je m'en vais. Le professeur, dépêchez-vous, allez à votre cuisine, s'il vous plaît. La bonne. Oui, monsieur, j'y vais. Fausse sortie de la bonne. La bonne. Excusez-moi, monsieur, mais attention, je vous recommande le calme. Le professeur. Vous êtes ridicule, Marie, voyons, ne vous inquiétez pas. La bonne, on dit toujours ça. Je n'admets pas vos insinuations. Je sais parfaitement comment me conduire. Je suis assez vieux pour cela. Justement, monsieur, vous feriez mieux de ne pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue, ça énerve. Plus à mon âge. Et puis, de quoi vous mêlez-vous? C'est mon affaire, et je la connais. Votre place n'est pas ici. C'est bien, monsieur, vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Marie, je n'ai que faire de vos conseils. C'est comme monsieur veut. La bonne sort. Le professeur, excusez-moi, mademoiselle, pour cette sotte interruption. Excusez cette femme. Elle a toujours peur que je me fatigue, et elle craint pour ma santé. Oh, c'est tout excusé, monsieur. Ça prouve qu'elle vous est dévouée, elle vous aime bien. C'est rare, les bons domestiques. Elle exagère, sa peur est stupide. Revenons à nos moutons arithmétiques. Je vous suis, monsieur, tout en restant assise. Comme vous, monsieur. Bon, arithmétisons donc un peu. Oui, très volontiers, monsieur. Cela ne vous ennuierait pas de me dire... du tout, monsieur, allez-y. Combien font 1 et 1? 1 et 1 font 2. Oh, mais c'est très bien, vous me paraissez très avancé dans vos études. Vous aurez facilement votre doctorat total, mademoiselle. Oh, j'en suis bien contente, si c'est vous qui le dites. Bon, poussons plus loin. Combien font 2 et 1? 3. 3 et 1, 4. 4 et 1, 5. 5 et 1, 6. 6 et 1, 7. 7 et 1, 8. 7 et 1, 8 bis. Très bonne réponse. 7 et 1, 8 terre. Parfait, excellent. 7 et 1, 8 quater et parfois 9. Magnifique, vous êtes magnifique, vous êtes exquise, je vous félicite chaleureusement, mademoiselle. Ce n'est pas la peine de continuer. Pour l'addition, vous êtes magistrale. Voyons la soustraction. Dites-moi seulement, si vous n'êtes pas épuisé, combien font 4 moins 3? 4 moins 3? 4 moins 3. Oui, je veux dire, retirer 3 de 4. Ça fait 7?
Je m'excuse d'être obligé de vous contredire. 4 moins 3 ne font pas 7. Vous confondez. 4 plus 3 font 7. 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner. Il faut soustraire maintenant. Ah oui, oui. 4 moins 3 font combien? Combien? 4. Non, mademoiselle, ce n'est pas ça. 3 alors. Non plus, mademoiselle. Pardon, je dois le dire, ça ne fait pas ça. Mes excuses. 4 moins 3. 4 moins 3. 4 moins 3. Ça ne fait tout de même pas 10. Oh, certainement pas, mademoiselle, mais il ne s'agit pas de deviner, il faut raisonner. Et tâchons de le déduire ensemble. Voulez-vous compter? Oui, monsieur. 1, 2... vous savez bien compter. Et jusqu'à combien savez-vous compter? Je puis compter à l'infini. Cela n'est pas possible, mademoiselle. Alors mettons jusqu'à 16. Cela suffit, il faut savoir se limiter. Comptez donc, s'il vous plaît, je vous en prie. 1, 2, et puis après 2, il y a 3, 4. Arrêtez-vous, mademoiselle. Quel nombre est plus grand? 3 ou 4? 3 ou 4. Quel est le plus grand? Le plus grand de 3 ou 4? Dans quel sens le plus grand? Il y a des nombres plus petits et d'autres plus grands. Dans les nombres plus grands, il y a plus d'unités que dans les petits. Que dans les petits nombres? À moins que les petits aient des unités plus petites. Si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus d'unités dans les petits nombres que dans les grands. S'il s'agit d'autres unités, dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres? Laissons cela, ça nous mènerait beaucoup trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres, il y a aussi des grandeurs, des sommes, il y a des groupes, il y a des tas de choses, telles que les prunes, les wagons, les oies, les pépins, etc. Supposons simplement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres égaux. Les plus grands seront ceux qui auront le plus d'unités. Celui qui en aura le plus sera le plus grand? Ah, je comprends, monsieur. Vous identifiez la qualité à la quantité. Cela est trop théorique, mademoiselle, trop théorique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Prenons notre exemple et raisonnons sur ce cas précis. Laissons pour plus tard les conclusions générales. Nous avons le nombre 4 et le nombre 3, avec chacun un nombre toujours égal d'unités. Quel nombre sera le plus grand, le nombre plus petit ou le nombre plus grand? Excusez-moi, monsieur, qu'entendez-vous par le nombre le plus grand? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre? C'est ça, mademoiselle. Parfait, vous m'avez très bien compris. Alors, c'est 4. Qu'est-ce qu'il est, le 4? Plus grand ou plus petit que 3? Plus petit. Non, plus grand. Excellente réponse. Combien d'unités avez-vous de 3 à 4 ou de 4 à 3, si vous préférez? Il n'y a pas d'unité, monsieur, entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout entre 3 et 4. Je me suis mal fait comprendre. C'est sans doute ma faute. Je n'ai pas été assez clair. Non, monsieur, la faute est mienne. Tenez. Tenez, mademoiselle, voici 3 allumettes. En voici encore une, ça fait 4. Regardez bien, vous en avez 4, j'en retire une, combien vous en reste-t-il? On ne voit pas les allumettes ni aucun des objets dont il est question. Le professeur se lève de table, écrit sur un tableau inexistant avec une craie inexistante, etc. L'élève, 5, si 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez toujours tendance à additionner, mais il faut aussi soustraire, il ne faut pas uniquement intégrer, il faut aussi désintégrer. C'est ça la vie, c'est ça la philosophie, c'est ça la science, c'est ça le progrès, la civilisation. Oui, monsieur. Revenons à nos allumettes. J'en ai donc 4. Vous voyez, elles sont bien 4. J'en retire une. Il n'en reste plus que... Je ne sais pas, monsieur. Voyons, réfléchissez, ce n'est pas facile, je l'admets. Pourtant, vous êtes assez cultivé pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors, je n'y arrive pas, monsieur, je ne sais pas, monsieur. Ah, prenons des exemples plus simples. Si vous aviez eu 2 nez, et je vous en aurais arraché un, combien vous en resterait-il maintenant? Aucun? Comment aucun? Oui, c'est parce que vous n'en avez arraché aucun que j'en ai un maintenant. Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus. Vous n'avez pas compris mon exemple. Supposons que vous n'avez qu'une seule oreille. Oui, après. Je vous en ajoute une. Combien en auriez-vous? 2. Bon, je vous en ajoute encore une. Combien en auriez-vous? 3 oreilles. J'en enlève une. Il vous reste combien d'oreilles? 2. Bon, j'en enlève encore une. Combien vous en reste-t-il? 2. Non. Vous en avez 2.
J'en prends une, je vous en mange une. Combien vous en reste-t-il? 2. J'en mange une, 2. Une, 2, une, 2, une, 2, une, 2, une, 2. Non, ce n'est pas ça. L'exemple n'est pas convaincant. Écoutez-moi. Oui, monsieur. Vous avez 10 doigts, si vous voulez. Parfait. Bon, vous avez donc 10 doigts. Oui, monsieur. Combien en auriez-vous si vous en aviez 5? 10, monsieur. Ce n'est pas ça. Si, monsieur, je vous dis que non, vous venez de me dire que j'en ai 10. Je vous ai dit aussi, tout de suite après, que vous en aviez 5. Je n'en ai pas 5, j'en ai 10. Procédons autrement. Limitons-nous au nombre de 1 à 5 pour la soustraction. Attendez, mademoiselle, vous allez voir, je vais vous faire comprendre. Le professeur se met à écrire un tableau noir imaginaire, il l'approche de l'élève qui se retourne pour regarder. Voyez, mademoiselle, il fait semblant de dessiner au tableau noir un bâton, il fait semblant d'écrire au-dessous le chiffre 1, puis 2 bâtons, sur lesquels il fait le chiffre 2, puis en dessous le chiffre 3, puis 4 bâtons, au-dessous desquels il fait le chiffre 4. Vous voyez? Oui, monsieur. Ce sont des bâtons, mademoiselle, des bâtons. Ici, c'est un bâton, là, ce sont 2 bâtons, là, 3 bâtons, puis 4 bâtons, puis 5 bâtons. 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 et 5 bâtons, ce sont des nombres. Quand on compte des bâtons, chaque bâton est une unité. Mademoiselle, qu'est-ce que je viens de dire? Une unité, mademoiselle, qu'est-ce que je viens de dire? Ou des chiffres, ou des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des éléments de la numération, mademoiselle. Oui, monsieur. Des éléments, des chiffres qui sont des bâtons, des unités et des nombres, à la fois. C'est-à-dire, en définitive, toute l'arithmétique elle-même est là. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Alors, comptez, si vous voulez, en vous servant de ces éléments, additionnez et soustrayez. Les bâtons sont bien des chiffres et les nombres des unités, si l'on peut dire. Et alors, on peut soustraire 2 unités de 3 unités, mais peut-on soustraire 2 de 3 et 2 chiffres de 4 nombres et 3 nombres d'une unité? Non, mademoiselle. Pourquoi, monsieur? Parce que, mademoiselle. Parce que quoi, monsieur? Et il en est ainsi, mademoiselle, ça ne s'explique pas. Ça ne se comprend que par un raisonnement mathématique intérieur. On l'a ou on ne l'a pas. Tant pis. Écoutez-moi, mademoiselle. Si vous n'arrivez pas à comprendre profondément ces principes, ces archétypes arithmétiques, vous n'arriverez jamais à faire correctement un travail de polytechnicien. Encore moins ne pourra-t-on vous charger d'un cours à l'école polytechnique, ni à la maternelle supérieure. Je reconnais que ce n'est pas facile, c'est très, très abstrait, évidemment. Mais comment pourriez-vous arriver, avant d'avoir bien approfondi les éléments premiers, à calculer mentalement combien font, et ceci est la moindre des choses pour un ingénieur moyen, combien font, par exemple, 3 755 998 251, multiplié par 3 162 303 508. L'élève, très vite. Ça fait 19 quintillions 394 trillions 2 trillions 844 milliards 218 164 508. Le professeur. Non, je ne pense pas. Ça doit faire 19 quintillions 390 quadrillions 2 trillions 844 milliards 219 164 509. Non, monsieur, 508. Ah oui, vous avez raison. Le produit est bien... Le professeur calcule mentalement quintillion, quadrillion, trillion, milliard, million... 164 508. Mais comment le savez-vous, mademoiselle, si vous ne connaissez pas les principes du raisonnement arithmétique? C'est simple, monsieur. Ne pouvant me fier à mon raisonnement, j'ai appris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles. C'est assez fort. Pourtant, vous me permettrez de vous avouer que cela ne me satisfait pas, mademoiselle, et je ne vous féliciterai pas. En mathématiques et en arithmétique tout spécialement, ce qui compte, c'est surtout de comprendre. C'est par un raisonnement mathématique inductif et déductif à la fois que vous aurez dû trouver ce résultat ainsi que tout autre résultat. Les mathématiques sont les ennemis acharnés de la mémoire, excellentes par ailleurs, mais néfastes arithmétiquement parlant. Je ne suis donc pas content, ça ne va donc pas, mais pas du tout. Non, monsieur. Laissons cela pour le moment. Passons à un autre genre d'exercice. Oui, monsieur. La bonne. Entre. Monsieur. Le professeur qui n'entend pas. C'est dommage, mademoiselle, que vous soyez si peu avancée en mathématiques spéciales. La bonne tire le professeur par la manche. Monsieur. Le professeur à l'élève. Je crains que vous ne puissiez vous présenter au concours du doctorat total.
L'élève. Oui, monsieur, dommage. Le professeur. Au moins, si vous... À la bonne. Mais laissez-moi, Marie, voyons de quoi vous mêlez-vous. À la cuisine, à votre vaisselle, allez, allez. À l'élève. Nous tâcherons de vous préparer pour le passage, au moins, du doctorat partiel. La bonne. Monsieur, monsieur. Elle le tire par la manche. Le professeur s'adresse à la bonne. Mais lâchez-moi donc, lâchez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? À l'élève. Je dois donc vous enseigner, si vous tenez vraiment à vous présenter au doctorat partiel. Oui, monsieur. Les éléments de la linguistique et de la philologie comparée. La bonne. Non, monsieur, non, il ne faut pas. Marie, vous exagérez. Monsieur, surtout pas de philologie. La philologie mène au pire. L'élève. Au pire? En voilà une histoire. Le professeur à la bonne. C'est trop fort. Sortez. Bien, monsieur, bien, mais vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. La philologie mène au pire. Je suis majeur, Marie. L'élève. Oui, monsieur. La bonne, c'est comme vous voudrez. Elle sort. Continuons, mademoiselle. Oui, monsieur. Je vais donc vous prier d'écouter avec attention mon cours tout préparé. Oui, monsieur. Grâce auquel, en 15 minutes, vous pouvez acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et comparée des langues néo-espagnoles. Oui, monsieur. Oh! Elle frappe dans ses mains. Silence! Que veut dire cela? Pardon, monsieur. Silence! Le professeur se lève, se promène dans la chambre, les mains derrière le dos. De temps en temps, il s'arrête au milieu de la pièce ou auprès de l'élève et appuie ses paroles d'un geste de la main. Il pérore, sans trop charger. L'élève le suit du regard et a parfois certaines difficultés à le suivre car elle doit beaucoup tourner la tête. Une ou deux fois, pas plus, et elle se retourne complètement. Ainsi donc, mademoiselle, l'espagnol est bien la langue mère, d'où sont nées toutes les langues néo-espagnoles, dont l'espagnol, le latin, l'italien, notre français, le portugais, le roumain, le sarde ou sardanapale, l'espagnol et le néo-espagnol, et aussi pour certains de ces aspects, le turc lui-même plus rapproché cependant du grec, ce qui est tout à fait logique étant donné que la Turquie est voisine de la Grèce et la Grèce plus près de la Turquie que vous et moi. Ceci n'est qu'une illustration de plus d'une loi linguistique très importante selon laquelle géographie et philologie sont sœurs jumelles. Vous pouvez prendre note, mademoiselle. Oui, monsieur. Ce qui distingue les langues néo-espagnoles entre elles et leurs idiomes des autres groupes linguistiques tels que le groupe des langues autrichiennes et néo-autrichiennes ou habsbourgiques, aussi bien que des groupes espérantistes, helvétiques, monégasques, suisses, andoriens, basques, polotes, aussi bien encore que des groupes des langues diplomatiques et techniques. Ce qui les distingue, dis-je, c'est leur ressemblance frappante qui fait qu'on a bien du mal à les distinguer l'une de l'autre. Je parle des langues néo-espagnoles entre elles que l'on arrive à distinguer cependant grâce à leur caractère distinctif, quoi vous êtes absolument indiscutable de l'extraordinaire ressemblance qui rend indiscutable leur communauté d'origine et qui en même temps les différencie profondément par le maintien des traits distinctifs dont je viens de parler. Ah oui, monsieur. Mais ne nous attardons pas dans les généralités. Oh, monsieur, cela a l'air de vous intéresser. Tant mieux, tant mieux. Oh oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Nous y reviendrons plus tard, à moins que ce ne soit plus du tout. Qui pourrait le dire? Oh oui, monsieur. Toute langue, mademoiselle, sachez-le. Souvenez-vous-en jusqu'à l'heure de votre mort. Oh oui, monsieur, jusqu'à l'heure de ma mort. Oui, monsieur. Et ceci est encore un principe fondamental. Toute langue n'est en somme qu'un langage, ce qui implique nécessairement qu'elle se compose de sons ou phonèmes. J'allais vous le dire. N'étalez pas votre savoir, écoutez plutôt. Bien, monsieur. Oui, monsieur. Les sons, mademoiselle, doivent être saisis au vol, par les ailes, pour qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Par conséquent, lorsque vous vous décidez d'articuler, il est recommandé, dans la mesure du possible, de lever très haut le cou et le menton, de vous élever sur la pointe des pieds, tenez ainsi, vous voyez? Oui, monsieur, taisez-vous, restez assise, n'interrompez pas. Et d'émettre les sons très haut et de toute la force de vos poumons associée à celle de vos cordes vocales. Comme ceci, regardez. Papillon, Eureka, Trafalgar, Papi, Papa. De cette façon, les sons remplis d'un air chaud plus léger que l'air environnant voltigeront sans plus risquer de tomber dans les oreilles des sourds, qui sont les véritables gouffres, les tombeaux des sonorités.
Si vous émettez plusieurs sons à une vitesse accélérée, ceux-ci s'agripperont les uns aux autres automatiquement, constituant ainsi des syllabes, des mots, à la rigueur des phrases, c'est-à-dire des groupements plus ou moins importants, des assemblages purement irrationnels de sons, dénués de tout sens, mais justement pour cela capables de se maintenir sans danger une altitude élevée dans les airs. Seuls tombent les mots chargés de signification, alourdis par leur sens, qui finissent toujours par succomber, s'écrouler dans les oreilles des sourds. C'est ça, mais n'interrompez pas. Et dans la pire confusion, ou par crever comme des ballons. Ainsi donc, mademoiselle, l'élève a soudain l'air de souffrir. Qu'avez-vous donc? J'ai mal aux dents, monsieur. Ça n'a pas d'importance. Nous n'allons pas nous arrêter pour ces peu de choses. Continuons. Oui, monsieur. J'attire au passage votre attention sur les consonnes qui changent de nature en liaison. Les F deviennent en ce cas des V, les D des T, les G des K et vice-versa, comme dans les exemples que je vous signale. 3 heures, les enfants, le coq au vin, l'âge nouveau, voici la nuit. J'ai mal aux dents. Continuons. Oui, résumons. Pour apprendre à prononcer, il faut des années et des années. Grâce à la science, nous pouvons y arriver en quelques minutes. Pour faire donc sortir les mots, les sons et tout ce que vous voudrez, sachez qu'il faut chasser impitoyablement l'air des poumons. Ensuite, le faire délicatement passer en les effleurant sur les cordes vocales qui, soudain, comme des harpes ou des feuillages sous le vent, frémissent, s'agitent, vibrent, ou grasset, ou chuintent, ou se froissent, ou sifflent, mettant tout en mouvement, luette, langue, palais, dents, j'ai mal aux dents, lèvres. Finalement, les mots sortent par le nez, la bouche, les oreilles, les pores, entraînant avec eux tous les organes que nous avons nommés, déracinés, dans un envol puissant, majestueux, qui n'est autre que ce qu'on appelle improprement la voix, se modulant en chant ou se transformant en un terrible orage symphonique avec tout un cortège, des gerbes de fleurs des plus variées, d'artifices sonores, labiales, dentales, occlusifs, palatales et autres, tantôt caressantes, tantôt amères ou violentes. Oui, monsieur, j'ai mal aux dents. Continuons. Quant aux langues néo-espagnoles, elles sont des parentes si rapprochées les unes des autres qu'on peut les considérer comme de véritables cousines germaines. Elles ont d'ailleurs la même mère. L'espagnol avec un nœud muet. C'est pourquoi il est si difficile de les distinguer l'une de l'autre. C'est pourquoi il est si utile de bien prononcer, d'éviter les défauts de prononciation. La prononciation, elle seule, vaut tout un langage. Une mauvaise prononciation peut vous jouer des tours. À ce propos, permettez-moi, entre parenthèses, de vous faire part d'un souvenir personnel. Légère détente. Le professeur se laisse un instant aller à ses souvenirs. Sa figure s'attendrit. Il se reprendra vite. J'étais tout jeune, encore presque un enfant. Je faisais mon service militaire. J'avais au régiment un camarade, vicomte, qui avait un défaut de prononciation assez grave. Il ne pouvait pas prononcer la lettre F. Au lieu de F, il disait F. Ainsi, au lieu de fontaine, je ne boirai pas de ton eau, il disait fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il prononçait fille au lieu de fille, firmin au lieu de firmin, faillot au lieu de faillot, fichez-moi la paix au lieu de fichez-moi la paix, fatra au lieu de fatra, fififon fafa au lieu de fififon fafa, Philippe au lieu de Philippe, fictoire au lieu de fictoire, février au lieu de février, mars-avril au lieu de mars-avril, Gérard de Nerval au lieu de Gérard de Nerval, Mirabeau au lieu de Mirabeau, etc. au lieu de etc. et ainsi de suite, etc. au lieu de etc. et ainsi de suite, etc. Seulement, il avait la chance de pouvoir si bien cacher son défaut que l'on ne s'en apercevait pas. Oui, j'ai mal aux dents. Continuons. Précisons d'abord les ressemblances pour mieux saisir par la suite ce qui distingue toutes ces langues entre elles. Les différences ne sont guère saisissables aux personnes non averties. Ainsi, tous les mots de toutes ces langues, ah oui, j'ai mal aux dents, sont toujours les mêmes, ainsi que toutes les désinences, tous les préfixes, tous les suffixes, toutes les racines. Les racines des mots sont-elles carrées? Et carrées au cubique, c'est selon. J'ai mal aux dents. Continuons. Ainsi, pour vous donner un exemple, prenez le mot front. L'avez-vous pris? Oui, ça y est. Mes dents. Le mot front est racine dans frontispice, il l'est aussi dans effronté, ispice est suffixe et F préfixe. On les appelle ainsi parce qu'ils ne changent pas, ils ne veulent pas. J'ai mal aux dents. Continuons, vite. Ces préfixes sont d'origine espagnole. J'espère que vous vous en êtes aperçu, n'est-ce pas?
Parce que j'ai mal aux dents. Continuons. Vous avez également pu remarquer qu'il n'avait pas changé en français. Eh bien, mademoiselle, rien non plus ne réussit à le faire changer, ni en latin, ni en italien, ni en portugais, ni en sardanapale ou en sardanapali, ni en espagnol, ni en néo-espagnol, ni même en oriental, frontispice effronté. Toujours le même mot, invariablement, avec même racine, même suffixe, même préfixe. Dans toutes les langues énumérées, c'est toujours pareil pour tous les mots. Dans toutes les langues, ces mots veulent dire la même chose? J'ai mal aux dents. Absolument. D'ailleurs, c'est plutôt une notion qu'un mot. De toute façon, vous avez toujours la même signification, la même structure sonore, non seulement pour ce mot, mais pour tous les mots concevables dans toutes les langues. Car une même notion s'exprime par un seul et même mot et c'est synonyme dans tous les pays. Laissez donc vos dents. J'ai mal aux dents. Bien, continuons. Je vous dis, continuons. Comment dites-vous, par exemple, en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. J'ai mal aux dents. Continuons, dites quand même. En français, que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Eh bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... comment dit-on grand-mère en français? En français, grand-mère. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes. En français, ça se dit jaune? Oui, évidemment. Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère. Non, qui était asiatique, j'ai mal aux dents, c'est cela. J'ai mal aux dents, tant pis, continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol. En espagnol, ce sera « Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. » Non, c'est faux. Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. Mais c'est le contraire. J'ai mal aux dents, vous vous embrouillez. C'est vous qui m'embrouillez. Soyez attentifs et prenez note. Je vous dirai la phrase en espagnol, puis en néo-espagnol et enfin en latin. Vous répéterez après moi. Attention, car les ressemblances sont grandes. Ce sont des ressemblances identiques. Écoutez, suivez bien. J'ai mal aux dents. Continuons en espagnol. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. En latin. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est-vous les différences? Traduisez cela en roumain. Comment dit-on rose en roumain? Mais rose, voyons. Ah, je croyais que c'était rose, parce que j'ai mal aux dents. Mais non, puisque rose, la traduction orientale du mot français rose. En espagnol, rose. Vous saisissez en sardanapali, rose. Excusez-moi, monsieur, mais lorsque j'ai mal aux dents, je ne saisis pas la différence. C'est pourtant bien simple. Bien simple, à condition d'avoir une certaine expérience, une expérience technique, une pratique de ces langues diverses, si diverses malgré qu'elles ne présentent que des caractères tout à fait identiques. Je vais tâcher de vous donner une clé. Mal aux dents. Ce qui différencie ces langues, ce ne sont ni les mots, qui sont les mêmes, ni la structure de la phrase, qui est partout pareille, ni l'intonation, qui ne présente pas de différence, ni le rythme du langage, ce qui les différencie. M'écoutez-vous? J'ai mal aux dents. M'écoutez-vous, mademoiselle? Ah, nous allons nous fâcher. Vous m'embêtez, monsieur. J'ai mal aux dents. Non, de caniche à barbe, écoutez-moi. Eh bien, oui, allez-y. Ce qui les différencie les unes des autres, d'une part, et de l'espagnol, leur mère, d'autre part, c'est quoi? C'est une chose ineffable, que l'on arrive à percevoir qu'au bout de très longtemps, avec beaucoup de peine et après une très longue expérience. Ah, oui, mademoiselle, on ne peut vous donner aucune règle. Il faut avoir du flair et puis c'est tout. Mais pour en avoir, il faut étudier et encore étudier. Mal aux dents. Il y a tout de même quelques cas précis où les mots d'une langue à l'autre sont différents, mais on ne peut baser notre savoir là-dessus, car ces cas sont, pour ainsi dire, exceptionnels. Ah oui? Oh, monsieur, j'ai mal aux dents. N'interrompez pas, ne me mettez pas en colère, je ne répondrai plus de moi. Je disais donc, ah oui, les cas exceptionnels, ou de distinction facile, ou commode, si vous aimez mieux. Je répète, si vous aimez, car je constate que vous ne m'écoutez plus. J'ai mal aux dents. Je dis donc, dans certaines expressions d'usage courant, certains mots diffèrent totalement d'une langue à l'autre, si bien que la langue employée est, en ce cas, sensiblement plus facile à identifier. Je vous donne un exemple. L'expression néo-espagnole, célèbre à Madrid. Ma patrie est la néo-Espagne, devient en italien, ma patrie est la néo-Espagne. Non, ma patrie est l'Italie. Dites-moi alors, par simple déduction, comment dites-vous Italie en français? J'ai mal aux dents. C'est pourtant bien simple. Pour le mot Italie en français, nous avons le mot France, qui en est la traduction exacte. Ma patrie est la France. Et France en oriental, Orient. Ma patrie est l'Orient. Et Orient en portugais, Portugal. L'expression orientale, ma patrie est l'Orient, se traduit donc de cette façon en portugais. Ma patrie est le Portugal. Et ainsi de suite. Ça va, j'ai mal. Aux dents, je vais vous les arracher, moi.
Encore un autre exemple. Le mot capital. La capitale revêt, suivant la langue que l'on parle, un sens différent. C'est-à-dire que si un Espagnol dit « j'habite la capitale », le mot « capitale » ne voudra pas dire du tout la même chose que ce qu'entend un Portugais lorsqu'il dit lui aussi « j'habite dans la capitale ». À plus forte raison, un Français, un néo-espagnol, un Roumain, un Latin, un Sardanapali. Dès que vous entendez dire « mademoiselle, mademoiselle, je dis ça pour vous », merde alors. Dès que vous entendez l'expression « j'habite la capitale », vous saurez immédiatement et facilement si c'est de l'espagnol ou de l'espagnol, du néo-espagnol, du français, de l'oriental, du roumain, du latin, car il suffit de deviner quelle est la métropole à laquelle pense celui qui prononce la phrase. Mais ce sont à peu près les seuls exemples précis que je puisse vous donner. Oh, mais non, silence ou je vous fracasse le crâne. Le professeur prend le poignet de l'élève, le tord. Aïe, tenez-vous donc tranquille, pas un mot. Mal aux dents. La chose la plus paradoxale, oui, c'est qu'un tas de gens qui manquent complètement d'instruction parlent ces différentes langues. Vous entendez, qu'est-ce que j'ai dit? Parlent ces différentes langues, qu'est-ce que j'ai dit, vous entendez? Vous avez eu de la chance. Des gens du peuple parlent l'espagnol farci de mots néo-espagnols qu'ils ne décèlent pas, ou bien ils parlent le latin farci de mots orientaux tout en croyant parler le roumain, ou l'espagnol farci de néo-espagnol tout en croyant parler le sardanapali ou l'espagnol. Vous me comprenez? Oui. Que voulez-vous de plus? Pas d'insolence, ma mignonne, ou gare à toi. J'ai mal aux dents, au lieu de regarder voler les mouches, tandis que je me donne tous mal. Vous feriez mieux de tâcher d'être plus attentive. Ce n'est pas moi qui me présente au concours du doctorat partiel. Je l'ai passé, moi, il y a longtemps, y compris mon doctorat total et mon diplôme supratotal. Vous ne comprenez donc pas que je veux votre bien? Mal aux dents, mal élevé, mais ça n'ira pas comme ça. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Je vous écoute. Ah, pour apprendre à distinguer toutes ces différentes langues, je vous ai dit qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Procédons par ordre. Je vais essayer de toutes les traductions du mot couteau. C'est comme vous voulez. Après tout, le professeur appelle la bonne. Marie, Marie! Elle ne vient pas. Marie, Marie! Voyons, Marie! Il ouvre la porte à droite. Marie! Il sort. L'élève reste seul quelques instants, le regard dans le vide, l'air abruti. Le professeur dort. Marie, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne venez-vous pas? Quand je vous demande de venir, il faut venir. Il rentre, suivi de Marie. C'est moi qui commande. Vous m'entendez? Il montre l'élève. Elle ne comprend rien, celle-là. Elle ne comprend pas. Ne vous mettez pas dans cet état, monsieur. Gare à la fin. Ça vous mènera loin, tout ça. Je serai Marie Catan. On le dit toujours. Je voudrais bien voir ça. L'élève dans son coin. J'ai mal aux dents. Voyez? Dit la bonne. Ça commence, c'est le symptôme. Quel symptôme? Expliquez-vous, que voulez-vous dire? L'élève, oui, que voulez-vous dire? La bonne. Le symptôme final, le grand symptôme. Le professeur, sottise. La bonne fait s'en aller. Ne partez pas comme ça. Je vous appelais pour aller me chercher les couteaux espagnol, néo-espagnol, portugais, français, oriental, roumain, sardanapali, latin et espagnol. La bonne est très sévère. Ne comptez pas sur moi. Elle s'en va. Le professeur veut protester, se retient, un peu désemparé. Soudain, il se souvient. Ah! Il va vite vers le tiroir. Il découvre un grand couteau invisible ou réel selon le goût du metteur en scène, le saisit, le brandit tout joyeux. En voilà, mademoiselle. Voilà un couteau. C'est dommage qu'il n'y ait que celui-là, mais nous allons tâcher de nous en servir pour toutes les langues. Il suffira que vous prononciez le mot couteau dans toutes les langues en regardant l'objet de très près, fixement, et vous imaginant qu'il est de la langue que vous dites. J'ai mal aux dents. Alors dites cou comme cou, tau comme tau, et regardez, fixez bien. C'est du quoi ça? Du français, de l'italien, de l'espagnol? Ça n'a plus d'importance, ça ne vous regarde pas. Dites cou, tau, regardez. Il brandit le couteau sous les yeux de l'élève. Tau, encore, regardez. Ah non, zut, alors j'en ai assez, puis j'ai mal aux dents, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête. Le professeur, couteau, regardez, couteau, regardez, couteau, regardez. Vous me faites mal aux oreilles aussi, vous avez une voix. Dites, couteau, couteau. Non, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal partout. Je vais te les arracher, moi, tes oreilles. Elles ne te feront plus mal, ma mignonne. Oh, c'est vous qui me faites mal. Regardez, allons, vite, répétez, cou. Oh, si vous y tenez. Cou, couteau. Ah. Répétez, regardez. Couteau, 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 couteau.
Oh, j'ai mal, ma tête. Et les fleurs de la main, comme pour une caresse, est partie du corps qu'elle nomme mes yeux. Couteau, couteau. Ils sont tous les deux debout. Lui, brandissant toujours son couteau invisible, presque hors de lui, tourne autour d'elle en une sorte de danse du scalp, mais il ne faut pas exagérer et les pas de danse du professeur doivent être à peine esquissés. L'élève debout, face au public, se dirige à reculons en direction de la fenêtre, maladive, langoureuse, envoûtée. Le professeur. Répétez, répétez, couteau, couteau, couteau. J'ai mal, ma gorge, mes épaules, mes seins, couteau. Couteau, couteau, couteau. Mes hanches, couteau. Mes cuisses, prononcez bien, couteau, couteau. Couteau, ma gorge. Couteau, couteau. Couteau, mes épaules, mes bras, mes seins, mes hanches. Couteau, couteau. C'est ça, vous prononcez bien maintenant. Couteau, mes seins, mon ventre. Attention, ne cassez pas mes carreaux, le couteau tue. Oh oui, le couteau tue. Le professeur tue l'élève d'un grand coup de couteau bien spectaculaire. Ah, tiens! Elle crie aussi, puis tombe, s'affale sur une chaise qui, comme par hasard, se trouvait près de la fenêtre. Il crie « Ah » en même temps, le meurtrier et la victime. Après le premier coup de couteau, l'élève est affalé sur la chaise, les jambes écartées pendent des deux côtés. Le professeur se tient debout, en face d'elle, le dos au public. Après le premier coup de couteau, il frappe l'élève morte d'un second coup de couteau, de bas en haut, à la suite duquel le professeur a un soubresaut de tout son corps. Le professeur. Ah, salope. C'est bien fait. Ça me fait du bien. Ah, je suis fatigué. J'ai de la peine à respirer. Ah. Il respire péniblement. Il tombe. Heureusement, une autre chaise est là. Il s'éponge le front, bredouille des mots incompréhensibles. Sa respiration se normalise. Il se relève, regarde son couteau à la main, regarde la jeune fille, puis, comme s'il se réveillait, pris de panique. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, malheur! Mademoiselle, mademoiselle, levez-vous! Voyons, mademoiselle, la leçon est terminée. Vous pouvez partir. Vous paierez une autre fois. Oh, elle est morte. Morte, c'est avec mon couteau. Elle est morte. C'est terrible. Marie, Marie, ma chère Marie, venez donc. Ah. La porte à droite s'entrouvre. Marie apparaît. Non, ne venez pas. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, malheur! Mademoiselle, mademoiselle, levez-vous! Voyons, mademoiselle, la leçon est terminée. Vous pouvez partir. Vous paierez une autre fois. Oh, elle est morte. Morte, c'est avec mon couteau. Elle est morte. C'est terrible. Marie, Marie, ma chère Marie, venez donc. Ah. La porte à droite s'entrouvre. Marie apparaît. Non, ne venez pas, je me suis trompée. Je n'ai pas besoin de vous, Marie. Je n'ai plus besoin de vous. Vous m'entendez? Marie s'approche sévère, sans mot dire. Voit le cadavre. Le professeur, je n'ai pas besoin de vous, Marie. Alors, vous êtes content de votre élève? Elle a bien profité de votre leçon? Le professeur cache son couteau derrière le dos. Oui, la leçon est finie. Mais elle est encore là, elle ne veut pas partir. En effet. Ce n'est pas moi, Marie, non, je vous assure, ce n'est pas moi, ma petite Marie. Mais qui donc? Qui donc alors? Moi? Je ne sais pas, peut-être. Ou le chat? C'est possible, je ne sais pas. Et c'est la 40e fois aujourd'hui. Et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, vous n'avez pas honte à votre âge. Mais vous allez vous rendre malade, il ne vous restera plus d'élèves, ça sera bien fait. C'est pas ma faute, elle ne voulait pas apprendre. Elle était désobéissante, c'était une mauvaise élève, elle ne voulait pas apprendre. Menteur. Le professeur s'approche sournoisement de la bonne, le couteau derrière son dos. Ça ne vous regarde pas. Il essaie de lui donner un formidable coup de couteau. La bonne lui saisit le poignet au vol, le lui tord. Le professeur laisse tomber par terre son arme. Il dit « Pardon ». La bonne gifle par 2 fois avec bruit et force le professeur qui tombe sur le plancher. Il pleurniche. La bonne « Petit assassin, salaud,
Petit dégoûtant. Vous vouliez me faire ça à moi? Je suis pas une de vos élèves, moi. Elle le relève par le collet, ramasse la calotte qu'elle lui met sur la tête. Il a peur d'être encore giflé et se protège du coude, comme les enfants. Mettez ce couteau à sa place, allez. Le professeur va mettre le couteau imaginaire dans le tiroir du buffet et revient. Et je vous avais bien averti pourtant tout à l'heure encore, l'arithmétique mène à la philologie, et la philologie mène au crime. Vous aviez dit, au Pire, c'est pareil. J'avais mal compris, je croyais que Pire, c'est une ville, et que vous vouliez dire que la philologie menait à la ville de Pire. Menteur, vieux renard, un savant comme vous ne se méprend pas sur le sens des mots. Faut pas me la faire. Je n'ai pas fait exprès de la tuer. Au moins vous le regrettez? Oh oui, Marie, je vous le jure. Vous me faites pitié, tenez. Ah, vous êtes un brave garçon quand même. On va tâcher d'arranger ça. Mais ne recommencez pas, ça peut vous donner une maladie de cœur. Oui, Marie, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va l'enterrer, en même temps que les 39 autres. Ça va faire 40 cercueils. On va appeler les pompes funèbres et mon amoureux, le curé Auguste, on va commander des couronnes. Oui, Marie, merci bien. Au fait, ce n'est même pas la peine d'appeler Auguste, puisque vous-même vous êtes un peu curé à vos heures, si on en croit la rumeur publique. Pas trop cher tout de même les couronnes. Elle n'a pas payé sa leçon. Ne vous inquiétez pas. Couvrez-la au moins avec son tablier, elle est indécente, et puis on va l'emporter. Oui, Marie, oui. Il la couvre. On risque de se faire pincer avec 40 cercueils. Vous vous imaginez, les gens seront étonnés si on nous demande ce qu'il y a dedans. Ne vous faites pas tant de soucis, on dira qu'ils sont vides. D'ailleurs, les gens ne demanderont rien, ils sont habitués. Merci, ma petite Marie. Comme ça, je suis tranquille. Vous êtes une bonne fille, Marie, bien dévouée. Ça va. Allez-y, monsieur. Ça y est? Oui, ma petite Marie. La bonne et le professeur prennent le corps de la jeune fille, l'une par les épaules, l'autre par les jambes, et se dirigent vers la porte de droite. Le professeur, attention, ne lui faites pas de mal. Ils sortent. Scène vide pendant quelques instants. On entend sonner à la porte de gauche. Voix de la bonne. Tout de suite, j'arrive. Elle apparaît tout comme au début, va vers la porte, deuxième coup de sonnette. La bonne apparaît. Elle est bien pressée, celle-là. Fort, patience. Elle va vers la porte de gauche, l'ouvre. Bonjour, mademoiselle, vous êtes la nouvelle élève? Vous êtes venue pour la leçon? Le professeur vous attend. Je vais lui annoncer votre arrivée. Il descend tout de suite. Entrez donc, entrez, mademoiselle. Rideau, fin de la leçon.